On a annoncé à un millionnaire que son fils était mort lors d'un voyage scolaire en camping, mais il a refusé d'y croire, jusqu'à ce qu'il déterre lui-même la tombe et se fiche devant ce qu'il a découvert. Le léger grattement d'un crayon sur le papier résonnait dans la pièce du deuxième étage, baigné par la lumière dorée de l'après-midi. Andrew Morrow, 9 ans, dessinait avec une lenteur et une attention réfléchie. Devant la fenêtre, l'arroseur automatique tournoyait paresseusement, vaporisant l'herbe fraîchement coupée de fines gouttelettes. Le chat gris du voisin gisait affalé au soleil, le ventre sur le dos, complètement détendu. C'était une de ces journées de Messie parfaitement calmes et claires qu'on la croirait éternelle. Personne ne savait que ce serait l'un des derniers jours paisibles dans cette maison. Andrew posa son crayon, sortit de sa chambre et descendit le couloir à pas feutrés. Chaque pas laissait une douce empreinte sur la moquette moelleuse, comme les traces du temps qui passe. Il retrouva son père, Walter Morrow, dans son bureau, toujours vêtu d'un costume bleu marine. Un ordinateur portable brillait devant lui, l'écran affichant une demi-série de mails non envoyés. Walter, PDG d'une grande entreprise technologique de Seattle, s'était investi pleinement dans son travail depuis le décès de sa femme, emporté par un cancer, à l'exception du temps qu'il se réservait chaque matin au petit déjeuner et chaque soir au coucher pour le partager avec Andrew. L'école élémentaire Horizon a annoncé une sortie scolaire de 2 jours pour les élèves de CM1, avec un camping au bord d'un lac à une centaine de kilomètres de la ville. Ce n'était pas la première fois qu'Andrew quittait la maison, mais ce serait sa première sortie d'une nuit sans sa famille. Walter a d'abord refusé, l'idée qu'Andrew dorme quelque part sans sécurité professionnelle lui déplaisait. Mais Andrew a supplié, « Me promets-tu qu'à mon retour, tu ne travailleras plus ce week-end et que tu m'emmèneras skier, comme tu l'as dit ?» Le lendemain matin, Walter ferma l'ordinateur et fit sa promesse. Il dessina le sweat à capuche bleu ciel qu'Andrew portait lui-même, sans connexion Internet, mais avec un GPS interne et un bouton SOS orange vif. Walter le conduisit à l'école en silence, Andrew écoutant de la musique classique tandis que son père restait concentré sur la route. À l'arrivée du bus, Andrew rejoignit ses camarades avec empressement. Walter se tenait au bord du trottoir où il n'était pas du genre à saluer d'habitude mais ce jour-là, il se retourna, sourit et leva la main pour un rapide au revoir. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre embuée, projetant une lueur dans les yeux d'Andrew. Ce soir-là, Walter rouvrit la caméra embarquée du sac à dos d'Andrew à un appareil compact camouflé en tirette de fermeture éclair pour protéger son fils d'un enlèvement. Au début, les images étaient normales, les enfants plaisantaient dans le bus, l'enseignante prenant l'appel, le léger grondement du moteur. Mais à la 42e minute, la vidéo se figea, le signal s'interrompit, puis plus rien. Avant qu'il puisse lancer un diagnostic, son téléphone sonna. « Monsieur Morrow », commença une voix masculine calme, « je suis vraiment désolé. Il y a eu un accident au lac lors d'une sortie en canoë. L'un des bateaux a chaviré, et nous avons confirmé qu'il s'agit de votre fils. » Le café de Walter se renversa sur le bureau sous le choc, ce n'était que le début d'une tragédie si parfaitement orchestrée qu'elle masquait une fracture imprévisible, une fracture d'où une vérité terrifiante allait surgir de l'obscurité. On nous a dit que le corps avait subi un traumatisme grave à la fois à cause de l'impact initial et d'une exposition prolongée à l'eau, et nous avons pensé que cela ne ferait que hanter la famille de voir quelque chose de plus troublant. Walter ne dit rien, mais son regard s'attarda sur la charnière du cercueil, comme s'il s'attendait à ce qu'il lui révèle quelque chose qu'on ne lui disait pas. Il se demanda, en silence, pourquoi il semblait si effrayé à l'idée qu'il voit son propre fils. Quand ce fut enfin son tour de parler, Walter prit la parole d'une voix calme et posée. « Mon fils aimait le silence, dit-il. C'est peut-être pour ça que je parlerai peu aujourd'hui. » Puis il resta assis, figé, tandis qu'un camarade de classe d'Andrew s'effondrait en larmes. Une mère à côté d'elle lui tendit un mouchoir sans hésiter. Les personnes en deuil s'approchèrent, déposant des couronnes et des fleurs sur le cercueil. Walter les accompagna, s'avançant pour se pencher. Sa main se figea sur la charnière droite, là où le couvercle rejoignait la boîte où une éraflure irrégulière, longue de près de 2 cm, laissait apparaître le métal brut. On aurait dit que quelqu'un avait forcé le couvercle, puis l'avait claqué. Il ne le toucha pas, mais le fixa jusqu'à ce que son souffle lui paraisse insupportable. Plus tard dans la soirée, son appartement n'était éclairé que par une simple lampe de cuisine et la lumière de son ordinateur portable. Sur la table se trouvait une lettre de condoléances de l'Académie Horizon, gaufrée et impeccable jusqu'à ce que Walter lise la dernière ligne. Ils avaient mal orthographié le nom de son fils, Andrew Jamison Morrow. Jamison, pas Jamison. Une faute de frappe, peut-être, mais Walter eut l'impression qu'un clou enfoncé dans une cloison sèche fissurait tout autour.
Il repassa les images de la caméra embarquée d'Andrew, scannant horodatage après horodatage. Le premier clip montrait des étudiants rieurs montant dans un bus. Andrew, casque sur les oreilles, se tourna pour sourire à un ami. À la 42e minute, tout s'arrêta, plus de son, plus d'images. Walter vérifia les journaux système, pas de problème technique, pas de coupure de courant. Quelqu'un avait délibérément débranché la caméra, effaçant toute trace du trajet. Il se pencha sur la console, les yeux fixés sur une carte épinglée de souvenirs de chaque endroit qu'il avait visité avec Andrew. Le lac où l'accident aurait eu lieu n'était qu'un point lointain, mais le GPS d'Andrew n'indiquait aucun chemin menant à cet endroit. Walter fit défiler l'image jusqu'à la dernière image avant le blackout. Andrew fixait l'objectif, la main sur son casque. Dans ses lunettes se reflétait un chemin de terre, et non l'autoroute qu'il prétendait avoir empruntée. Dans le silence de sa chambre, Walter murmura, ils n'y sont jamais allés. Il ne dormit pas. À 8 heures, il était au commissariat du comté de West Hill, exigeant le rapport d'accident. Devant l'hésitation de l'agent, Walter présenta son attestation fédérale. 15 minutes plus tard, il repartit avec un rapport de 6 pages si incomplet qu'il ne mentionnait ni coordonnées, ni chronologie, ni témoin, juste un espace vide là où des détails cruciaux auraient dû figurer. Cet après-midi-là, Walter parcourut 145 km jusqu'au lac Aropine. Le panneau, accroché au portail rouillé, indiquait « Propriété privée aux défenses d'entrée ». Pas de route, pas de poste de garde, aucun signe de bus ni d'élèves. Dans une station-service voisine, il interrogea un habitant, qui lui expliqua que le lac était à sec depuis 3 ans, ses eaux étant détournées par un barrage. De retour chez lui, Walter barra « lac Aropine » à l'encre rouge sur sa carte papier. Puis il introduisit le GPS du sac à dos d'Andrew dans son système, traçant le véritable itinéraire d'un voyage qu'il savait désormais être un mensonge. Walter se tenait sur le trottoir, faisant signe au revoir à son fils tandis que le bus s'éloignait, son moteur grondant vers le sud-ouest le long de l'autoroute. Au bout de 27 minutes, le véhicule a quitté la route principale pour s'engager sur un chemin rural sans nom, passant sans point de contrôle ni caméra. À 8h09, le signal GPS a été complètement coupé, aucun signal ne se trouvait à l'exception d'une vague coordonnée près d'un entrepôt abandonné, officiellement déclaré vacant depuis 2011. Walter zooma sur la carte et réalisa que cet endroit se trouvait à près de 80 km du lac Aropine mais il n'y avait ni lac, ni eau, seulement des chemins de terre rougeâtres encombrés de poussière et bordés d'arbres pourris. Il rejoua les derniers instants avec l'appareil photo de son fils, à minuit 42 minutes 17 secondes, Andrew était assis à regarder par la fenêtre, le vent lui ébouriffant les cheveux, le reflet dans la vitre révélant cette même route désolée où rien à voir avec une route touristique. Le silence s'installa autour de Walter tandis qu'il fixait l'image figée. Puis il prit son téléphone et appela un ancien contact, Clara Dorsey, une ancienne agente du FBI. Lorsqu'elle répondit, il ne fit pas de politesse, il dit simplement « Je dois trouver quelqu'un ». À cet instant, une vérité commença à se cristalliser dans son esprit. Une semaine s'était écoulée depuis les funérailles, et Walter n'avait pas fermé l'œil non pas de chagrin, mais à cause de petites absurdités qui l'empêchaient de trouver le repos, le deuxième prénom de son fils mal orthographié sur le certificat de décès, une légère éraflure sur la charnière du cercueil, et la question étouffée d'un préposé aux pompes funèbres, « Voulez-vous l'ouvrir » ? Je ne le recommande pas, il connaissait les limites de la loi, une exhumation sans ordonnance du tribunal était impossible. S'il attendait, la vérité resterait enfouie. Sous un ciel sans lune, Walter retourna au cimetière à minuit. Il portait un pardessus noir, des gants de cuir et une capuche baissée pour dissimuler son visage. Aucune caméra ne le surveillait, aucun témoin ne se tenait là, seulement lui et la tombe fraîchement creusée de son fils. La pelle heurta le bois avec un craquement sourd tandis qu'il creusait, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à ouvrir le cercueil. À l'intérieur, le cercueil était vide, pas de corps, rien qu'une couche de tissu blanc plaquée contre le bois, comme posée là pour l'apparence. Walter recula en titubant, des sueurs froides perlant à ses tempes. Dans l'air glacial, il réalisa l'impensable, Andrew n'était pas mort. Ce n'était ni un accident ni une noyade. C'était un enlèvement. Il n'a appelé ni la police ni les médias. Il savait comment la loi traitait les cercueils vides et les vidéos granuleuses de simples spéculations. Mais il avait quelque chose de plus fort, un instinct paternel, qui martelait sa poitrine, affirmant que son fils était toujours en vie. À l'aube, Walter était assis devant 3 écrans dans son appartement en hauteur. L'un affichait le dernier signal GPS du sac à dos d'Andrew, un autre une carte topographique de Washington, et le troisième une fenêtre vide attendant le moindre indice. Il rédigea un courriel,
j'ai besoin des dossiers complets du personnel d'Horizon pour les 6 derniers mois, je privilégierai toute personne embauchée hors des canaux RH officiels. Quelques minutes plus tard, une réponse arriva de Reddick, un hacker discret lié à la CIA. Pour le double du tarif habituel, il livrerait tout en priorité. Walter ne marchanda pas. 2 heures plus tard, les dossiers ont commencé à affluer. Un nom a surgi, Nathan Boyd, assistant périscolaire à temps partiel, avec un contrat de 7 jours du 8 au 14 mars, la semaine même où Andrew a disparu. Pas de numéro de sécurité sociale valide, pas de justificatif d'identité, pas de photo. Une adresse de location temporaire à Spokane, à plus de 480 km de l'école. Les paiements transitaient par un fonds non divulgué. Reddick a téléphoné dans l'heure, Boyd avait fait l'objet d'une enquête pour trafic d'êtres humains en 2018 au Nouveau-Mexique, aucune condamnation, faute de preuves. Il y avait cependant des images vidéo granuleuses. Walter a ordonné le renvoi immédiat. Il ouvrit le dossier et se figea, un jeune garçon, la tête baissée et les poignets liés, forcé de monter dans une benne. La veste bleu clair avec des bandes réfléchissantes diagonales était exactement la même que celle d'Andrew. Cette nuit-là, Walter se rendit en voiture à l'entrepôt abandonné, comme l'indiquait le GPS. Pas d'électricité, pas de vie, juste un air vicié et des traces de pas fraîches sur le sol poussiéreux. Derrière une bâche bleue, dans un coin, il découvrit une porte en acier dissimulée. Pied de biche à la main, il l'ouvrit pour révéler un escalier plongeant dans l'obscurité. Chaque pas qu'il descendait lui procurait une odeur de moisi et de sang séché. Sur le mur, des griffures. Sous le faisceau de sa lampe torche, un message griffonné, « Je ne veux plus être enlevé ». Il se figea, le cœur battant, tandis que le couloir s'étendait dans l'ombre et que le premier mensonge se déroulait devant lui. De retour à la maison à 3 heures du matin, les vêtements boueux et les mains tachées de crasse, Walter contourna la chambre et la douche. Il s'assit devant son ordinateur, rouvrant le dossier de l'école Horizon. La porte du sous-sol n'avait pas été construite pour un seul enfant. C'était un réseau, une conspiration, un monde caché et il le suivrait, quelle que soit l'obscurité. Cela faisait partie d'un système qui fonctionnait bien avant que Walter ne rouvre les dossiers du personnel d'Horizon. Cette fois, classés par année, les résultats révélaient qu'au cours des 7 dernières années, en moyenne 1 à 2 décès d'étudiants étaient survenus chaque année. Chaque décès était qualifié d'accident, noyade, accident de bus, chute dans l'escalier, choc anaphylactique, tous répertoriés comme des incidents isolés. Walter a noté le nom de chaque élève 11 au total puis a commencé à rechercher leur famille sur les réseaux sociaux, dans les archives de journaux et même dans la liste de contacts internes de l'association des parents d'élèves. Il trouvait cela inutile, mais nécessaire. Cet après-midi-là, Walter était assis seul dans un petit café en périphérie de Tacoma. Les 3 chaises autour de lui étaient vides. Il ignorait qui viendrait, si quelqu'un viendrait. La première arrivée fut Maggie Ruiz, une mère célibataire d'une 30aine d'années, vêtue d'un manteau gris et cerné, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu es le père de ce garçon, Andrew ?» demanda-t-elle. Walter hocha la tête. Elle s'assit, serrant sa tasse de café contre elle, mais sans boire. « Mon fils s'appelait Matteo. Il est décédé en 2021. On a dit que c'était un accident de bus, mais je n'ai jamais pu le revoir une dernière fois. Des funérailles à cercueil fermé, on a dit que son corps était trop gravement brûlé, mais je n'ai jamais senti de fumée. Personne à l'hôpital n'a rien confirmé. » Elle marqua une pause, ses yeux devinrent rouges. « Et je sais qu'il n'était pas le premier. » Walter ne posa aucune question. Il lui tendit simplement la liste, 11 noms, soigneusement imprimés. Maggie la fixa, tremblante. Son doigt pointa 3 autres noms. « Ils m'ont contacté une fois, » murmura-t-elle, mais après un moment, silence. Ce soir-là, Walter retourna à son bureau. Sous la porte se trouvait une enveloppe sans adresse de retour, ni nom du destinataire. À l'intérieur se trouvait une clé USB noire, sans étiquette, sans mots, juste un petit appareil étrangement impeccable. Il alluma son ordinateur portable secondaire, celui réservé à l'analyse des données suspectes, puis brancha la clé USB en mode haute sécurité. Il n'y avait qu'un seul dossier, au nom inquiétant .inventaire 17 à l'intérieur, une feuille de calcul indiquait le nom, l'âge, la date de disparition, le code d'identification, le statut et la catégorie d'exportation, G1 à G3 à G5, de chaque enfant. Il lut chaque ligne. Le nom de Matteo, le fils de Maggie, figurait à la ligne 4, sous la classification G2, avec une note, conforme, facile à gérer. Plus il avançait,
plus son estomac se glaçait. Rangée 17, Andrew Jordan Morrow, G5, statut, vivant, premium, isolé du groupe. Walter ne put respirer pendant plusieurs secondes, ses mains tremblaient, non pas de peur mais d'un choc qui lui alla droit au cœur. Il a ouvert le dossier intitulé IMG 16 fichiers images numérotées de 0 à 17. Chacun représentait un enfant, le visage pâle et les yeux cernés, baignés d'une lumière stérile. Certains avaient les yeux fermés, d'autres fixaient le coin de la pièce. Quelques-uns partageaient les mêmes murs de béton écaillés, la même grille métallique et la même ampoule nue suspendue au plafond. Dossier numéro 17, Andrew. Ses yeux étaient grands ouverts, pas de sang, pas de larmes mais la peur était palpable. Il fixait l'objectif comme s'il savait que son père verrait cela un jour. Walter se releva, mais ses jambes cédèrent, il s'effondra au sol, toujours agrippé à l'écran. Pas de larmes, juste une main crispée sur le sweat à capuche bleue qu'Andrew avait autrefois accroché à sa chaise. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement de l'enregistrement de la caméra de sécurité. Walter regarda droit dans l'objectif et dit, les dents serrées, je retournerai chaque centimètre de cette terre et je ramènerai mon fils à la maison. Dans l'obscurité de son bureau, la seule lumière provenait de l'écran de l'ordinateur, où des dizaines de dossiers, de noms et de codes chiffrés clignotaient sur le tableau de données récupéré sur la clé USB. Il s'arrêta sur une seule photo, deux enfants, l'un dans l'ombre, l'autre clairement visible. La fillette se tenait à côté d'Andrew, le visage pâle, les mains liées par des liens en plastique blanc, et dans son dos, au marqueur rouge, quelqu'un avait écrit .e. Grant 23 février. Walter plissa les yeux et zooma sur chaque détail, la texture du mur de béton, le mince rayon de lumière traversant une fente de la porte, et même le sang séché près des pieds des enfants. Chaque indice pointait vers une vérité, ce n'était pas une photo trafiquée. Et la jeune fille Elsie Grant était la seule piste vérifiable dont il disposait. Il consulta la base de données des personnes disparues. Effectivement, Elsie Grant, 12 ans, avait disparu lors d'une sortie scolaire dans un musée près de Seattle jamais retrouvée. Walter s'appuya sur son bureau, une part de lui-même désirant tout laisser tomber et partir à la recherche de son fils. Mais il savait que si Andrew était vivant, il était caché dans un système mobile et étroitement contrôlé. Si Walter faisait trop de bruit ou s'il se dirigeait dans la mauvaise direction, son fils pourrait disparaître à jamais. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Une voix de femme répondit, ferme et claire. « Monsieur Morrow ? Je dois trouver quelqu'un. Elle s'appelle Elsie Grant. J'ai une photo d'elle, elle se tient à côté de mon fils dans ce qui ressemble à une cellule de détention. » Un silence, puis le bruit de papier froissé. La voix baissa. On avait un dossier sur elle, mais il a été classé sans suite. Si ta photo est vraie, je te rencontrerai, mais je te préviens, tu viens d'ouvrir une porte immense, et très dangereuse. Walter regarda à nouveau la photo sur l'écran. La silhouette d'Andrew disparaissait dans l'obscurité, mais la fille à côté de lui Elsie était la clé. Et il n'avait pas d'autre choix. Je dois trouver où ils détiennent ses enfants. Clara brancha la clé USB sur son ordinateur portable et, quelques minutes plus tard, un programme de chiffrement des données de localisation s'ouvrit laissé par l'expéditeur, mais dissimulé par des couches de masquage d'identité. Elle saisit une série de commandes et les coordonnées apparurent à l'écran, indiquant le dernier signal connu, intégré à l'image numéro 15. L'arrière-plan lui semblait étrangement familier exactement là où se tenaient Andrew et Elsie. « C'est le centre Low Creek », murmura Clara en fronçant les sourcils. Un centre de réadaptation pour mineurs, sous licence d'une fondation privée. Il a fait l'objet d'une enquête pour maltraitance d'élèves, mais aucune preuve n'a été trouvée. Walter plissa les yeux. Cet endroit n'était-il pas une ancienne usine? Exactement, acquiesça Clara. Ils l'ont rénové en surface pour en faire un centre de réadaptation comportementale, mais en sous-sol, c'est bizarre, plus de sous-sol que ce que la conception standard permet. J'ai trouvé des plans aux archives municipales, et l'aile n'est pas étiquetée, juste marquée par des codes internes. Elle a affiché une carte en 3D. Une ligne rouge indiquait un passage souterrain reliant l'établissement au dortoir de l'école Riverside, où Andrew avait été inscrit. Ce n'est pas seulement un site de rétention, dit Clara en croisant le regard de Walter. C'est un centre de transfert. Walter agrippa la coudoir de sa chaise. Tu veux dire que l'école, où les enfants sont censés être en sécurité, travaillait avec ces gens? J'ai recoupé les archives de l'école, les dates d'expulsion ou de disparition des élèves correspondent presque exactement aux journaux de transport cryptés dans les données de Hall. La voix de Clara était ferme mais pressante.
Walter serra la sangle de sa serviette. Comment quelqu'un en qui j'avais confiance pouvait-il? Clara l'interrompit doucement, tu n'avais pas tort de lui faire confiance. Elle était un instrument, mais un instrument capable de réfléchir. Le plan qu'il a mis en œuvre a été mis en œuvre bien avant que l'école ne reçoive un financement de la Fondation Nielsen, dont elle était le directeur technique. Il a versé de l'argent à Hollow Creek par le biais de soi-disant subventions éducatives. Sur le papier, tout semble légal. Walter se leva de son siège, la fureur contenue dans ses yeux. Pendant tout ce temps, ils se sont cachés derrière le masque de la réforme des comportements pour légitimer l'enlèvement, tandis qu'ils dirigeaient tout le système dans l'ombre. Clara éteignit son ordinateur portable. Il faut qu'on y aille ce soir, avant qu'il ne les déplace à nouveau. À 23h17, ils se garèrent à près de 300 mètres de Hollow Creek. Clara portait le plan du sous-sol. Walter apportait une lampe torche puissante, un appareil photo et un enregistreur infrarouge. Ils traversèrent un terrain vague derrière le centre et se glissèrent par une entrée de service sécurisée par une vieille chaîne. Au sous-sol, un long couloir s'étendait devant eux, les murs projetaient des ombres inégales, les lumières vacillaient comme des lucioles mourantes. Au bout du couloir, Clara désigna une petite porte en fer. Là-bas, c'est le niveau de détention. J'ai vu le plan qui a fuité. Ils ouvrirent la porte. L'air empestait l'antiseptique. 3 marches plus bas, un étroit passage bordé de petites pièces de chaque côté, chacune fermée par des portes en fer et des barreaux. Des lits superposés en métal étaient posés sur de fines couvertures. Des caméras de surveillance étaient installées en hauteur dans les coins. À la 5e porte, Clara s'arrêta et regarda par la fente. Il y a quelqu'un. Walter s'avança et, dans la pénombre, aperçut une petite fille recroquevillée sur un lit en acier, les poignets attachés et une perfusion fixée au bras. Des cheveux roux emmêlés encadraient une peau pâle marquée par un bleu foncé sur une joue. Clara poussa la porte et entra. « Elsie » murmura-t-elle. Aucune réponse. L'ombre de Walter s'étendit sur le sol, lentement, les yeux de la jeune fille s'ouvrirent. Clara s'agenouilla pour vérifier la perfusion. Ils lui ont juste administré un léger sédatif. Walter s'agenouilla près d'elle. « Comment t'appelles-tu, ma chérie » demanda-t-il doucement. La jeune fille peinait à entr'ouvrir les lèvres. « Elsie » murmura-t-elle, sa voix faible comme si elle s'éloignait. « Connaissez-vous Andrew » insista doucement Walter. Un silence, puis, presque inaudible, « Oui. Il a combattu les méchants pour me sauver » souffla-t-elle, et ses yeux se refermèrent. Walter était assis en silence près du lit en acier. La voix de Clara rompit le silence, « Il faut y aller. Je vais appeler des renforts. » La main de Walter serrait la photo d'Andrew dans la poche de sa veste. Ce garçon avait tout risqué pour protéger quelqu'un d'autre. Il n'était pas mort, il était toujours là, toujours en train de se battre. Leur recherche ne faisait que commencer. Mais l'endroit dont tu as besoin n'est pas sur cette liste, dit Walter en se penchant en avant. Elle jeta un coup d'œil circulaire dans la pièce faiblement éclairée. Il y a un camp à Sonora, sans nom officiel. On l'appelle Arista Sud. En apparence, c'est un centre de football, mais à l'intérieur, nul besoin d'acte de naissance. Walter hocha lentement la tête. Qui le dirige? Elle hésita. Personne ne connaît son vrai nom. On l'appelle Dumas. Dès qu'il apparaît, tout le monde retient son souffle. Walter garda un visage impassible, il se contenta de sourire. Ça a l'air d'être un coordinateur fiable. Elle le regarda droit dans les yeux. Ce camp n'accepte pas les personnes sans rendez-vous. Si vous voulez y aller, il vous faut une recommandation. Walter rangea la tablette dans son sac. Et tu es quelqu'un qui peut en donner une. Elle marqua une pause de quelques secondes. Ça dépend de ce que tu attends de cet endroit. Walter posa sa tasse de café. Une ancienne recrue a été sélectionnée par erreur. Le gamin a disparu après un stage dans l'Ouest, à Washington. Je dois m'assurer qu'il n'a pas atterri là-bas. Elle eut un sourire narquois. Cet endroit n'emmène personne par hasard. S'il est là, c'est que quelqu'un l'a amené. Walter se leva. Merci pour votre honnêteté. Elle rit doucement. Il te faudra plus que de la confiance pour franchir la porte d'Arista. Tandis que Walter s'éloignait, il ne se retourna pas, mais le regard de Hal le suivit. L'homme ignorait totalement qu'il venait d'être minutieusement sondé, chaque mot, chaque pause, catalogué par un père se faisant passer pour un investisseur.
Lorsque Walter disparut du hall, il avait déjà ce qu'il lui fallait, un nom à Arista Sud ou une région au Sonora et un fantôme du Mar. Il n'avait pas besoin de frapper, il lui suffisait de respirer au bon rythme, et les portes s'ouvriraient d'elles-mêmes. Après le séminaire, Walter ne retourna pas à son hôtel. Il se rendit directement à une aire de repos près de l'aéroport, loua une petite chambre et ouvrit sa tablette pour retracer chaque détail de la vague déclaration de Hall. Si le garçon n'a pas encore été exporté, considérez-le comme une chance, surtout avec Arista Sud. Pas de nom, pas de signalisation. Mais si quelqu'un entre, c'est parce qu'on l'a laissé entrer. 1 heure plus tard, Clara a appelé. J'ai trouvé un code de transaction sur un réseau interne lié à de fausses organisations humanitaires. Il s'agit d'un envoi spécial parti de Sonora il y a 3 jours. Sa destination finale est montrée. Walter se redressa aussitôt. Le code correspond-il à quelque chose de la liste des clés USB? Clara tapa rapidement, puis chuchota, oui. Le code A11X correspond à celui associé au nom d'Andrew. Il vient de refaire surface il y a 41 minutes dans un port secondaire de Monterey. La livraison est en attente, le scanner thermique a détecté que le conteneur avait été retiré du lot principal, peut-être en cours de transfert. Walter bondit du lit. Envoie-moi les coordonnées exactes et prépare tout. On part pour Monterey, au Mexique, à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, Walter et Clara sortirent de la voiture de location argentée, désormais recouverte d'une fine couche de poussière rouge. Pas d'éclairage public. Pas de bruit. Seule la lune projetait une faible lueur sur la façade d'un entrepôt abandonné près des quais autrefois utilisés pour exporter du bois vers les pays nordiques, aujourd'hui oubliés, rouillés et silencieux. D'après la clé USB, l'un des conteneurs liés à Andrew avait quitté les lieux moins de 20 minutes auparavant. Walter ouvrit le coffre. À l'intérieur se trouvait une valise contenant un scanner thermique, une lampe de poche infrarouge et un pistolet tranquillisant, tous préparés par Clara. Il n'avait pas appelé la police, il ne pouvait faire confiance à personne. Et si Andrew était encore en vie, chaque minute qui passait le rapprochait du point de non-retour. À l'intérieur de l'entrepôt, une épaisse couche de poussière couvrait tout. Les murs de béton portaient de profondes rayures. Une large portion du carrelage avait été soulevée, révélant des plaques métalliques. Clara ouvrit l'une des caisses marquées « Panneau de bois composite pour amphithéâtre ». Lorsqu'elle la força, des compartiments creux exactement de la taille d'une personne adulte apparurent. Ils font du trafic d'êtres humains déguisés en envoi d'aide humanitaire, ou en fourniture de construction scolaire, dit-elle doucement. Walter repéra une poubelle métallique. À l'intérieur se trouvait une petite veste grise argentée, identique à celle qu'Andrew portait le jour de sa disparition. La manche était déchirée et tachée de sang séché. Clara se tourna vers lui. L'un des conteneurs vient d'être retiré du système code LX82R03. Il correspond à celui du dossier d'Andrew. Walter serra les poings. Où est-il allé? Par la route de la Sierra, en direction de la gare de correspondance de Nuevo Laredo. Ensuite, probablement de l'autre côté de la frontière. Ils sautèrent dans la voiture, suivant le signal GPS. La route de montagne était accidentée et plongée dans le noir complet, chaque virage semblait sur le point de se terminer en chute libre. Les phares balayaient les troncs d'arbres et les étendues de terre nue. Aucun d'eux ne parla, ils étaient complètement absorbés. Clara serra le volant, Walter parcourait les données GPS tandis que la voiture trébuchait violemment sur un nid de poule. Le signal du conteneur n'était que de 8 minutes avant, puis boum. Une forte explosion a crevé le pneu arrière. Le véhicule a dérapé. Clara a manœuvré le volant de toutes ses forces, l'avant de la voiture a frôlé le bord d'un talus. Les airbags se sont déployés. Le monde a basculé. Walter s'est redressé en titubant, du sang coulant de son front. Clara s'était évanouie. Il l'a tirée hors de la voiture et l'a cachée derrière un buisson bas au bord de la route. Un autre véhicule s'approcha. Un SUV noir arrivait en direction des quais sans phare ni sirène, juste le faible faisceau d'une lampe torche balayant la rangée de conteneurs comme un prédateur scrutant sa proie avant de nettoyer les lieux. 3 hommes en sortirent, vêtus de manteaux sombres et de bottes de combat. Ils marchaient d'un pas lent et posé, mais la menace était indéniable. L'un d'eux brandit une lampe torche et balaya la zone, le faisceau se déplaça puis s'immobilisa. Sa voix résonna avec un fort accent américain sec comme de l'acier rouillé. « Tu ne cours nulle part maintenant. » Walter se tenait devant le conteneur ouvert, où Andrew était recroquevillé derrière Clara. Il prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'il attendait depuis si longtemps.
Il ne dit rien tandis qu'il sortait un petit couteau pliant de sa manche, un cadeau de survie improbable offert par un ami formé en Israël. L'homme de tête s'avança, braquant sa lampe torche directement sur le visage de Walter. Walter plissa les yeux pour se protéger de la lumière, puis entendit un rire grave et cruel. Tiens, le célèbre père des journaux, celui qui a déterré la tombe de son enfant parce qu'il ne le croyait pas mort, railla-t-il. Mais Walter resta impassible, ses yeux injectés de sang brûlant d'une fureur à peine contenue. C'est vrai, dit Walter d'une voix rauquéantée. Et je continuerai à creuser jusqu'à trouver mon vrai fils. L'homme rit de nouveau, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Il sortit une puce infrarouge de qualité militaire de la poche de son manteau et la brandit vers Walter. Notre ami Hall ne pensait pas que tu serais assez bête pour venir jusqu'à Monterey, alors il a glissé ça dans ta valise d'hôtel, ricana-t-il. Quant à nous, on nous a juste dit de nous occuper de quiconque s'approcherait de la voie de ravitaillement. Il fit un pas assuré en avant. Mais Andrew, il n'est plus vraiment en un seul morceau, s'il est encore en vie. Walter n'attendit pas d'en savoir plus. Il asséna un coup rapide, sa lame s'enfonçant profondément dans le bras de l'homme. L'homme hurla et s'effondra, serrant sa blessure. Deux autres chargèrent, armes levées, mais Walter était prêt. Il pivota, saisissant une lampe torche en métal comme une matraque improvisée, et l'abattit sur le cou du deuxième homme. L'homme s'effondra, toussant violemment sur le sol poussiéreux. Cachée derrière un bidon d'essence, Clara leva son pistolet tranquillisant et tira. La fléchette toucha le troisième homme en plein cou, il rugit, tituba et s'effondra sans autre résistance. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter. Clara courut vers l'homme de tête blessée tandis que Walter s'agenouillait pour fouiller ses poches. Ses clés. Il les arracha d'un coup sec au moment où Clara murmurait « On a encore le temps ». Ce conteneur, il n'a pas franchi la frontière. J'ai suivi le signal satellite, il est toujours à l'ouest de Reynosa. Ils entrèrent dans le SUV noir, moteur toujours au ralenti. Clara verrouilla les portes et se pencha en avant, la voix pressante. Nous intercepterons le conteneur avant qu'il ne quitte le Mexique. Walter écrasa l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur le chemin de gravier, projetant de la poussière rouge dans leur sillage. Dans le rétroviseur, leur vieille voiture brûlait violemment, les flammes dansant dans des flaques d'huile renversées. Serrant le volant, les jointures de Walter blanchirent. Mon fils est enfermé dans une boîte en métal, grogna-t-il, la voix tremblante de rage. On le fait sortir clandestinement de ce pays comme une cargaison. Et s'il le faut, je mettrai le monde entier en pièces pour l'arrêter. L'aube n'était pas encore levée lorsqu'ils atteignirent le vieux port, à l'est de Monterey. Un ciel gris argenté planait au-dessus de leur tête, le vent froid secouant le pare-brise. Clara était assise à côté de lui, son ordinateur ouvert, les yeux fixés sur un point rouge clignotant, le conteneur 5DA73. La gare de transfert de Porcy, murmura-t-elle. Ils vont le brancher à un semi-remorque dans 20 minutes, si on n'arrive pas les premiers. La gare de transfert apparut telle une cathédrale d'acier silencieuse, des conteneurs réfrigérés empilés sur 3 étages, d'immenses grues oscillant sans interruption. Pas de signalisation, pas de douane, pas de police, juste un marché obscur où l'obscurité elle-même se tradait en vies humaines. Clara ouvrit le haillon et sortit un digicode et un pistolet paralysant, tandis que Walter enfilait un long manteau noir, un poignard dissimulé dans sa manche. « Je brouillerai leurs signaux pendant 90 secondes, murmura Clara. Après, on s'éteint. Ils slalomèrent entre des conteneurs imposants, chaque ruelle étroite menaçant d'être une embuscade. Au conteneur marqué 5DA73, Clara s'attaqua à la serrure. Soudain, des phares s'allumèrent derrière eux. « Bougez !» cria Walter. Ils s'écartèrent tandis que des balles en caoutchouc non létales ricochaient sur le métal. 3, halta Clara. 1 dans le camion, 2 à pied. Walter dégaina sa lame et arracha le dernier câble, forçant les portes du conteneur. Un courant d'air glacial se répandit sous la lueur rouge des gyrophares. À l'intérieur, des dizaines de sacs isothermes argentés étaient empilés. La lampe de poche infrarouge de Clara balaya les rangées. Coin inférieur gauche, ordonna-t-elle. Walter tira avec son pistolet paralysant sur un garde qui surgit d'entre deux conteneurs, le projetant au sol. Dans un coin, il trouva Andrew, recroquevillé, ligoté, tremblant. « Papa !» murmura le garçon, les yeux gonflés. Walter retint ses larmes en prenant Andrew dans ses bras. « Je te tiens, fiston. Tu es en sécurité maintenant. » Mais le danger n'était pas écarté.
Un homme en noir surgit par derrière. Clara pivota, déchargea son pistolet paralysant et le laissa tomber. Des pas résonnèrent de toutes parts. « Par ici !» cria Walter en ouvrant d'un coup de pied une trappe de secours sur le côté du conteneur. Ils se précipitèrent à l'intérieur, se baissant tandis que les faisceaux des lampes de poche balayaient l'obscurité. Un quad surgit dans un rugissement. Walter lança son poignard dans la roue avant. Le véhicule se retourna. Clara lança une grenade assourdissante, une explosion aveuglante figèrent les gardes sur place. Ils sprintèrent, les bras d'Andrew serrés autour du cou de Walter. Au bord du parking, le pick-up qu'ils avaient immobilisé plus tôt fit marche arrière, bloquant la sortie. Clara ouvrit la portière. Walter sauta dans la benne, Clara sauta derrière le volant. Les pneus hurlèrent tandis qu'ils filaient entre les conteneurs, pour revenir sur la route. Derrière eux, les camions de sécurité vrombissaient. Clara zigzaguait sur les routes de montagne, s'accrochant à chaque virage. Walter tenait Andrew d'un bras et tirait de l'autre sur leur poursuivant avec son pistolet paralysant. Dans un virage glissant, Clara tourna brusquement le volant, deux véhicules de poursuite s'écrasèrent métal contre métal, une brève flamme léchant leur fuselage. Au moment où la poussière retomba, le chaos de la nuit était loin derrière eux. À 5h38, dans une chambre d'hôpital privée de Montréal, les infirmières se sont précipitées au chevet d'Andrew. Son pouls était faible, mais actif. « Gardez-le au chaud », a ordonné le médecin. « Commencez immédiatement une perfusion intraveineuse. » Walter s'assit près du lit, serrant la main de son fils. Les paupières d'Andrew battirent. « Papa !» murmura-t-il. Des larmes coulaient sur les joues de Walter. Après toutes ces pertes, cette course-poursuite, cette douleur inimaginable, il tenait son fils non pas dans un cimetière, mais dans ses bras vivants. 3 semaines plus tard, Walter Morrow se tenait dans la salle d'audience du tribunal fédéral américain de Washington, accompagné de Clara. Le costume coûteux de son ancienne vie avait disparu. À sa place, une chemise blanche froissée et un pantalon kaki délavé, le col effiloché comme s'il sortait d'une tempête. Ses cheveux étaient en bataille, mais son regard brûlait d'une férocité qui exprimait l'amour indéfectible de chaque parent et toutes les injustices qu'il s'était juré de démanteler. Clara se pencha vers le micro, choisissant de ne pas lire une déclaration préparée. Elle appuya sur la touche entrée de son ordinateur portable, et derrière elle, la projection s'anima avec les données de la clé USB, carte des itinéraires des conteneurs, code d'expédition et images de surveillance. Des dizaines d'enfants hébétés apparurent à l'écran, leurs petits visages collés contre l'acier froid des conteneurs frigorifiques. Nous avons vérifié qu'au moins 17 enfants étaient entreposés comme du fret, a déclaré Clara d'une voix calme mais tranchante. 11 d'entre eux ont été localisés et secourus sains et saufs, tous dans le même entrepôt d'exportation à Montréal. Chaque mot a fait sensation dans la salle, grâce à l'intervention de l'équipe des opérations spéciales de l'organisation de lutte contre la traite des êtres humains Child Shield, dès que nous avons extrait les données. Une image est apparue montrant des agents de Child Shield prenant d'assaut l'entrepôt. 2 jours après le sauvetage d'Andrew, ils ont sorti les enfants maigres et tremblants de conteneurs en acier suffocant. Certains étaient trop abasourdis pour pleurer. Clara a poursuivi, nous avons également confirmé que Horizon Academy et l'association Global Reach étaient directement impliqués dans le processus de transfert des élèves, le faisant passer pour des sorties scolaires avec le soutien juridique fédéral. 3 sièges sociaux au Colorado, au Texas et en Californie ont été mis sous scellé. 27 membres du personnel ont été placés en garde à vue. 4 personnes ayant fui à l'étranger sont désormais sous le coup d'une notice rouge d'Interpol. Derrière Walter, l'écran affichait le visage de Brenner, le proviseur adjoint de l'Académie Horizon. Lors de son audience préliminaire, le juge a lu le verdict, complicité d'enlèvement, complot de traite d'êtres humains, destruction de preuves et aide au transport illégal de mineurs. Peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Vint ensuite l'entraîneur Al, qui s'était fait passer pour un mentor pour jeunes, mais qui fut reconnu coupable d'avoir attiré et vendu des enfants sous couvert de bourses sportives. Condamnation, 60 ans de prison fédérale. Enfin, le PDG de Global Reach, un homme d'affaires autrefois influent, salué comme le parrain de l'éducation humanitaire, resta debout, la tête baissée, à la lecture de la sentence, cerveau d'un réseau international de trafic d'enfants, réclusion criminelle à perpétuité dans une prison de haute sécurité du Colorado. Des images de cercueils scellés défilèrent à l'écran, 4 d'entre eux furent retrouvés vides. La vérité, telle une lame froide, tranchait sur toute excuse. Une semaine plus tard, Walter refusa de réintégrer son entreprise.
Il fonda alors le projet Andrew, non pas comme un mémorial, mais comme une rébellion. Grâce à une autorisation spéciale du FBI et du département de la sécurité intérieure, l'organisation obtint l'autorisation indépendante d'enquêter sur les établissements d'enseignement frauduleux, de surveiller les activités de transport fédéral et de développer un système national de suivi des élèves pour toutes les sorties scolaires de groupe aux États-Unis. Toutes les données sont cryptées de manière unique et ne peuvent être modifiées par aucun organisme tiers. Sur la plaque de laiton située à l'extérieur de son siège social à Boston, une seule ligne était gravée. Nous ne laisserons pas un seul enfant disparaître en silence. Andrew, le garçon dont le nom avait été jadis effacé des registres des vivants, était encore en convalescence. Sa nouvelle demeure se trouvait à l'orée d'une forêt de pins, près de la côte de l'Oregon. Chaque matin, il s'asseyait près de la fenêtre, la lumière du soleil éclairant ses cheveux hirsutes et projetant une douce lueur sur ses yeux autrefois tremblants de peur, désormais emplis d'émerveillement et, peu à peu, d'espoir. Clara passait souvent, apportant des cartons de matériel artistique et parfois d'autres enfants sauvés. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, leur regard silencieux disait tout, nous avions survécu. Un après-midi, Andrew tendit un dessin à Walter. Il représentait un garçon debout sur un quai, regardant la mer. Au loin, une silhouette floue se tenait dos tourné et faisait un signe de la main. Dans le coin inférieur, une écriture maladroite indiquait « Je le vois encore, l'homme qui m'a sorti de la boîte ». Walter serra son fils contre lui. Il ne demanda rien de plus. Il épingla simplement le dessin au mur, à côté de photos étiquetées avec les noms des enfants secourus, des entrepôts démasqués et des hommes finalement traduits en justice. Le jour où le projet Andrew a reçu l'autorisation officielle d'exploitation nationale, Walter a invité les familles d'enfants disparus à la cérémonie d'ouverture. Il n'y avait ni équipe de presse, ni caméra, juste un éclairage tamisé, des mains se tenant par la main et de longues accolades silencieuses. Andrew se tenait à côté de son père, vêtu d'une chemise bleu pâle. Une fois que tout le monde fut assis, Walter attira son fils contre lui, inclina la tête et dit d'une voix tremblante mais assurée. Le nom de mon fils était autrefois gravé sur une pierre tombale, mais à partir d'aujourd'hui, il sera gravé dans le cœur de chaque enfant qui n'a jamais été appelé par son vrai nom. Andrew leva les yeux. La peur qui obscurcissait autrefois son regard avait laissé place à la clarté. Il prit le micro des mains de son père et dit lentement, « Je m'appelle Andrew Jordan Morrow, et je suis toujours là. » Certains pleuraient. D'autres tendaient la main à côté d'eux. Walter laissa échapper un rire pas joyeux, mais léger ou le genre de rire qui ne surgit que lorsqu'un poids qui vous écrase la poitrine depuis trop longtemps est enfin levé. Ce jour-là, il n'y avait pas de gros titres, pas de hashtag, mais ceux qui étaient là n'oublieraient jamais, un père a rendu son nom à son fils, non pas avec de l'encre, non pas avec de la pierre, mais avec tout ce qui restait de son cœur. Tout le monde n'est pas milliardaire, mais chacun a quelqu'un qu'il aime suffisamment pour se battre, défier un système, chercher dans l'ombre juste pour le ramener à la maison. L'histoire de Walter n'était pas seulement celle d'un père, elle nous rappelait que parfois, l'instinct secret de l'amour est la vérité la plus criante. À votre place, que feriez-vous si quelque chose ne vous semble pas normal? Feriez-vous confiance à votre instinct ou croiriez-vous ce qu'il vous dit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lis tous et j'apprécie vraiment ce que vous partagez, car cette chaîne n'est pas seulement une plateforme de partage d'histoires, c'est un espace où nous nous écoutons les uns les autres. Comment allez-vous ces jours-ci? Si vous traversez une période difficile, j'espère que cette histoire vous a donné un peu de courage. Et n'oubliez pas, buvez quelque chose de chaud, éteignez votre écran un instant et reposez votre cœur.